Alors maintenant, la troisième présentation, c'est Xavier Martin et Pauline Ochelli de Lyon. Vérification du côté à opérer et intérêt de la checklist. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Donc, on va parler un peu de la procédure de vérification du côté, et ça rejoint un peu ce que disait M. Bismuth, c'est quand on fait éventuellement une injection d'un produit toxique que l'on doit préparer au bloc opératoire, ce qui doit être le moins en moins fréquent possible, eh bien il faut qu'il y ait une checklist, c'est-à-dire l'infirmière dit à haute voix, je dilue le temps, etc. Et c'est vérifié par l'anesthésiste, etc. Donc il y a un concours, une action de sécurité pluriprofessionnelle qui fait qu'on se trompe peut-être moins souvent. Alors ici j'ai une observation qui est arrivée à un de nos collègues, je ne dis pas la ville, mais c'est vraiment assez cocasse. Un patient de 66 ans, donc ça se passe en 2011, découverte d'une tumeur rénale de 20 mm. Il venait de faire un infarctus et il a eu un bilan général, et en échographie, on lui trouve une petite tumeur qu'on peut voir donc pour les... si je peux vous la montrer, non. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, pour les non-initiés, une petite tumeur bien visible qui finalement a été traitée par radiofréquence parce que le patient sortait d'un infarctus, il était dans des conditions un petit peu précaires. Et donc il est surveillé par un scanner thoraco-abdominopelvien, c'est des recommandations tous les ans. Et puis, je suis vraiment... Hop, non. Et puis, donc en novembre 2015, 4 ans après, il a un scanner de contrôle réalisé en ville avec une technique assez standard et qui montre l'image que vous pouvez voir, qui évoque pour le radiologue qui a fait l'examen une récidive tumorale à proximité du foyer initial et qui note simplement une plage hétérogène du côté droit, du côté controlatéral. Le patient est adressé au CHU et au CHU, le chirurgien consulte le scanner, confirme le côté droit comme côté présentant la récidive, mais quand même c'est un spécialiste avisé et qui, au vu du scanner réalisé en ville, qui n'était pas un scanner orienté, a fait faire un scanner dans le service de radiologie vasculaire spécialisé sur les tumeurs du rein. Et il programme une néphrectomie partielle du côté droit qui devait être faite le 2 mars. Le scanner complémentaire est fait le 29 janvier, donc il était disponible. Et puis, le malade étant programmé, il voit l'anesthésiste, et au moment de la checklist, parce qu'il faisait la checklist avant l'intervention, le malade était au bloc opératoire, endormi. Le chirurgien regarde le scanner fait au CHU, et sur le scanner, comme sur le compte-rendu, la tumeur, en fait, était du côté droit. Il y avait une tumeur indiscutable du côté droit qui n'avait pas été vue sur le scanner fait en ville, qui était simplement un aspect hétérogène, et du côté gauche, il s'avérait que c'était un kyste remanié ou qui avait saigné, et donc qui n'était pas du tout tumoral. Alors plutôt que de réveiller le patient pour lui dire, monsieur, c'est pas le côté droit qu'on va opérer, pas le côté gauche, mais c'est le côté droit, eh bien, il change le patient de position et il l'opère en chirurgie robotisée dans de bonnes conditions. Il enlève la tumeur et l'examen anatomopathologique confirme que c'est une tumeur, un cancer du rein classique et qui est réséqué in sano. Le malade va très bien. Sur le plan, il ne développe aucune complication. Il est vu immédiatement par le chirurgien qui lui explique ce petit embroglio de côté, mais qui finalement n'est pas une erreur stricto sensu, puisque le patient a été opéré du cancer du bon côté. Les suites opératoires sont simples, et le patient saisit le tribunal administratif
pour un problème de défaut du côté européen. Donc c'est une histoire qui est un petit peu cocasse. Alors, si on analyse, au niveau du CHU, le patient a eu le diagnostic de tumeur rénale qui a été redressé finalement, parce que l'examen spécialisé orienté a montré que la tumeur était donc du côté contralatéral par rapport au scanner qui avait été fait en ville. Le patient a eu une intervention parfaitement conforme. Néanmoins, quand même, le CHU n'est pas tout blanc, si j'ose dire, parce que le chirurgien, finalement, en première lecture, lorsqu'il a vu le patient à la consultation, il a ordonné de faire un nouveau scanner, mais il a quand même confirmé l'indication d'un côté qui était le côté qui n'était pas bon. Ensuite, il y a eu au niveau de la RCP, le patient a eu une RCP régulière avec un nombre de spécialistes réglementaires, etc. Mais au niveau de la RCP, le dossier est passé et on n'a pas fait attention à l'erreur du côté, parce qu'il y avait vraiment une erreur de côté par rapport à la programmation. Et ce n'est en fait qu'à la fin, l'ultime vérification, la checklist qui nous est imposée par l'HAS, qu'on a pu redresser le diagnostic et finalement opérer le malade du bon côté. Alors le patient lui-même, il a un préjudice. Quel est son préjudice en fait? Le préjudice qu'on lui a annoncé qu'il allait avoir une cicatrice d'un côté et puis finalement il a une cicatrice de l'autre côté. Donc il a un choc émotionnel, l'impression d'avoir été victime d'une erreur médicale, mais in fine, le préjudice est quand même extrêmement modéré. Néanmoins, le malade juge bon, probablement conseillé par son avocat, de saisir le tribunal. Voilà. Donc est-ce que vraiment l'avocat n'a pas été un peu... peut-être aurait-il dû dire au patient que l'affaire ne tournerait pas à son avantage. Mais enfin, on n'a pas encore le jugement. Donc on est ici devant le cas particulier où finalement ce n'est que le dernier verrou de vérification, de la chaîne de vérification qui a fonctionné. Donc en ce sens, le CHU il a quand même joué son rôle dans la prise en charge du patient et dans l'exercice de ces procédures de vérification. Alors la checklist, donc, c'est une procédure qui est inspirée de l'aéronautique, qui a été introduite dans les années 2010 dans les blocs opératoires en France, et donc son objectif est de rappeler tous les points clés et de vérifier systématiquement afin d'éviter des erreurs de mission. C'est aussi un outil de communication entre les différents personnels. Donc c'est obligatoire en France depuis 2010, et ça découle d'une étude qui avait été réalisée sous l'égide de l'OMS avec 8 centres répartis dans le monde sur quelque chose comme 8000 interventions, et qui avait fait l'objet d'une étude avant application de la checklist et après application, et qui avait montré que la mortalité dans ces hôpitaux diminuait de façon très sensible, l'incidence des événements indésirables également, et donc tous ces centres impliqués dans cette étude ont vu leurs résultats s'améliorer. Et donc c'est à la suite de cette étude que l'HAS a imposé en France cette checklist. Alors, Pauline Ocelli, qui est MCU-PH de médecine de santé publique, a fait l'étude de la bibliographie. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la checklist seule, c'est très difficile de démontrer que c'est efficace. Puisque on peut faire des études avant, après, c'est très difficile de faire des études avec des groupes témoins qui ne sont pas impliqués.
Et il y a un biais extrêmement important dans les études qui fait que finalement l'effet spécifique de la checklist n'est pas réellement démontré de façon nette. Il l'est dans certaines études, alors comme dans tous les domaines, il y a eu des méta-analyses qui montrent qu'il y a plutôt un intérêt de faire de la checklist, mais il s'avère en fait que c'est l'ensemble des mesures de sécurité qui sont prises dans un bloc opératoire qui permettent d'augmenter la sécurité. Ce n'est pas simplement la checklist, c'est la checklist plus d'autres procédures. Ça, c'est donc le premier élément, c'est la checklist, procédure de vérification et procédure culture de vérification dans un bloc opératoire. Ce n'est pas seulement ce document qu'on peut cocher comme ça de façon systématique, et on s'aperçoit dans ces cas qu'on a encore un certain nombre d'erreurs, comme des erreurs de côté. Aux Hospices civils de Lyon, durant les 6 derniers mois, malgré la checklist, il y a quand même eu 3 erreurs de côté. Donc la checklist, ce n'est pas la parade absolue, mais il faut qu'elle soit bien faite. Ensuite, un deuxième chose à discuter, c'est le devoir d'information. Alors finalement, le chirurgien, il a informé le patient sur l'intervention en général, la chirurgie robotique, la néphrectomie partielle, les complications de la néphrectomie partielle, mais l'information a été erronée sur le côté. Alors il faut savoir qu'actuellement, l'information, ça devient une formalité en soi, c'est-à-dire que on ne va plus obligatoirement condamner les conséquences d'une mauvaise intervention, d'une mauvaise information ou d'une absence d'information, mais aussi condamner s'il n'y a pas eu d'information, quelle qu'elle soit. En fait, dans le cas particulier, imaginez le chirurgien qui réveille le patient pour lui dire « Monsieur, c'est pas en fait le bon côté et on va vous réendormir la semaine prochaine pour faire le bon côté », finalement, le préjudice aurait été plus important d'informer le malade que de rester en état. Alors, il y a aussi quelque chose par rapport au dossier de radiologie, parce qu'on a un scanner qui a été fait en ville avec une technique standard. Alors, les radiologues, il y en a présents dans la salle, vont bien vous dire que quand on utilise une technique standard, on peut avoir un défaut de diagnostic par rapport à un scanner orienté sur une pathologie particulière. Le chirurgien du CHU, c'est pas pour défendre bien sûr les CHU, mais le chirurgien donc, qui était quelqu'un de confirmé dans le domaine de la chirurgie rénale, a quand même demandé un nouveau scanner. Donc il a fait preuve d'une discussion diagnostique qui est quand même ce qui est très important dans le domaine parce que tout repose sur l'imagerie. Voilà, donc en conclusion, importance de rester critique par rapport aux examens qui nous sont apportés et donc nécessité de discussion des diagnostics, nécessité de discussion pluriprofessionnelle. Deuxième chose, c'est la culture de la sécurité. Et là, vraiment, la checklist a montré son efficacité au stade ultime de la chaîne de soins du patient. Et puis ensuite, bien sûr, informer le patient le plus vite possible. Donc là, je ne peux pas vous donner les résultats du jugement de cette affaire qui n'a pas encore été réalisé. Mais alors on aimerait bien sûr avoir un avis des hommes de loi, des femmes de loi, pardon. Mais on a l'impression que le chirurgien qui a pris en charge a tout de même pris toutes les précautions pour finalement offrir le meilleur traitement à son patient et il a été traité effectivement de la meilleure des façons possibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Allez, les questions. Oui. J'ai une question. Alors, peut-être un petit commentaire, puisqu'on attend le commentaire de la femme du service, là, de la femme avocat. Mais je suis effondré qu'il y ait des avocats pour faire des procédures comme ça, c'est effondrant. Mais je vais vous faire la réponse du berger à la bergère.
c'est que les avocats, ils travaillent quand même très souvent au regard d'avis qui ont été donnés par certains de vos confrères. Donc c'est vrai que, vous savez, il y a eu des articles, quel est le CON qui vous a fait ça? Bon, donc ça existe. Et ça existe, mais là, en l'occurrence, je trouve ça monstrueux. Enfin, jamais je me serais permis d'assigner dans un dossier comme ça, c'est monstrueux. Et il va être dégoûté. Je croise dans les doigts, mais je pense que ça... Il y a quand même l'information. Ah oui, mais enfin, On peut peut-être gagner quelques milliers d'euros sur la... quand on est sur une erreur de diagnostic rectifiée avec une tumeur de l'autre côté, enfin, il n'y a pas à hésiter. Enfin, moi, ça me paraît monstrueux de refermer, d'attendre d'aller informer pour revenir le coup d'après. Ça me paraît quand même pas... Moi, j'avoue... Poser ma question. Le scanner, le nouveau scanner, a été vu par qui? Est-ce que c'est par l'opérateur ou est-ce que c'est par un autre chirurgien ou est-ce que l'opérateur a vu le nouveau scanner alors que le malade était endormi? Donc le nouveau scanner fait au CHU a été fait par un radiologue spécialisé dans les tumeurs rénales qui a mis en évidence la tumeur. Et ce scanner a été lu par le chirurgien qui a opéré le patient, le bloc opératoire, lors de la procédure de vérification. C'est de là ma question qui me semble absolument fondamentale sur la dérive du système de santé. C'est que moi, quand j'étais en ville, je voyais mon malade avant qu'on l'endorme, je regardais le dossier, je savais qui il était, je connaissais le dossier de l'autre côté. Il est curieux que la déviation actuelle du système fait que celui qui consulte n'est pas celui qui voit le dossier, et celui qui opère le lendemain, c'est celui qui voit le malade, qu'est-ce que j'ai au programme, qu'est-ce que je fais, et il découvre la chose. C'est un truc que je soulève, parce que dans un centre de cancérologie très coté à Paris, une de mes amies qui est venue prendre mon conseil, mais elle avait déjà programmé son programme, quand elle a été rentrée pour l'intervention chirurgicale, le chirurgien qui devait l'opérer n'était pas là. Celui qui l'a opéré n'est pas celui qui était prévu dans le programme. Et elle a une série de complications épouvantables. Et la semaine prochaine, elle doit être réopérée au printemps. Et va me demander, Bernard, est-ce que je dois faire quelque chose? Et je serais très embêté de lui répondre parce que je trouve qu'il y a une série de circonstances dangereuses et néfastes. Ce n'est pas un système que je trouve intéressant. Oui, en l'occurrence, le patient a été toujours suivi par le même spécialiste et il a été staffé en RCP et au cours de la RCP, ils ont peut-être mal lu le document qui était pourtant présent. Ouais. Je voudrais intervenir sur deux points. Un, on est à l'Académie de chirurgie et je pense qu'il faut raisonner de façon correcte. C'est pas parce qu'il y a un exemple ponctuel qu'à un moment donné, il y a des problèmes, et on sait qu'il y a forcément des problèmes, qu'il faut dire qu'actuellement, dans tous les services de chirurgie, les malades sont vus par les uns, opérés par les autres, etc. Il faut arrêter de dire des choses qui sont des contre-vérités, et avec le sous-entendu qu'en clinique c'est parfait, qu'à l'hôpital c'est mauvais. Donc il faut arrêter de dire ce genre de choses. Non. Bon. Deuxième chose, je voudrais insister sur ce qu'a dit Xavier à propos de la checklist et sur la nuance qu'il a apportée, qui je crois est très importante. Parce que la checklist, en fait, c'est un état d'esprit. La checklist en elle-même est très importante, mais il n'y a pas que ça. La checklist, elle a l'avantage, si on le fait, ça prouve que c'est un bloc où les gens se parlent et évite de raisonner de façon un peu binaire. Et ça, c'est très important. C'est vrai qu'avec la checklist, on peut éviter un certain nombre d'erreurs de côté, notamment. Cela dit, bon, comme je m'occupe de la réalisation des blocs opérateurs à licence publique, l'année dernière, sur l'ensemble des effets secondaires qu'il y a pu avoir à cause des problèmes d'indication, il y avait eu 80 événements indésirables, donc 2 erreurs de côté, donc ça, c'est 2 erreurs de côté de trop, d'autant plus que dans les 2 cas, la checklist n'avait pas été faite. Et je pense que c'est très difficile, sur le plan de la littérature, d'apprécier, comme l'a dit Xavier, l'apport de la checklist. Seulement, quand on regarde dans le détail, quand il y a un problème, on s'aperçoit souvent que dans ces cas-là, la checklist n'a pas été faite. Et la HAS, d'ailleurs, est consciente du fait que la checklist est un petit peu trop administrative, et elle dit d'ailleurs que dans la checklist, il y a des points
fondamentaux, il y en a d'autres qui peuvent être sujets à plus de caution. Et le dernier point, c'est celui qu'on peut quand même s'étonner que, alors là, même dans les hôpitaux publics, il y a un certain nombre de chirurgiens, plutôt parmi les plus anciens que parmi les plus jeunes, qui ne veulent toujours pas faire la checklist. Et je pense que là, ils sont un petit peu quand même inconscients, parce que le jour où ils auront un problème, le fait qu'ils n'aient pas fait la checklist risque là de régler le problème pour eux de façon très défavorable. Il est clair que la procédure est obligatoire. La checklist n'est pas parfaite parce qu'elle n'est pas adaptée à la chirurgie. Par exemple, à la chirurgie cardiaque, elle n'est pas vraiment adaptée parce que tous les items ne sont pas... Mais c'est une procédure de vérification parmi d'autres et qui peuvent permettre de faire quand même, d'éviter un grand nombre d'erreurs. Oui. Et après M. Joannet, après M. Bismuth. 3 questions. Merci Xavier pour cet excellent travail. Je ferai 3 réflexions. La première, c'est vis-à-vis du collègue, et je rejoins l'analyse qui a été faite par notre ancien président. Effectivement, il n'y a pas de... comment dirais-je, il n'y a pas de guéguerre entre le système public et le système privé. Néanmoins, la réponse au collègue est la suivante. À partir du moment où effectivement il peut y avoir un conflit, et ça répondra à la question vis-à-vis de la patiente dont on nous a narré rapidement l'histoire, à partir du moment où il peut y avoir un problème, il faut se rappeler, alors si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est l'article 56 du Code de déontologie qui stipule, et là c'est un décret, donc c'est parfaitement obligatoire, qu'à partir du moment où il y a un problème, eh bien, l'esprit de confraternité doit faire en sorte qu'on se doit soutien mutuel dans l'esprit de cette confraternité. Donc je répondrai à sa question. Si sa patiente lui dit « mais alors qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis du CHU ?» Eh bien il faut qu'il lui dise « mais vous avez été, ma chère amie, parfaitement prise en charge, il n'y a eu aucun problème, c'était des éminents spécialistes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, même s'ils pensent le contraire. » Voilà mon opinion. Deuxième point. Vis-à-vis des erreurs de côté en orthopédie, et il y a ça, je vois Jean Dubousset, Jean-Pierre Copier, je ne sais pas si Jacques Caton, non, Caton est parti, mais il a été président d'Orthoris. Nous, on est les champions du monde des erreurs de côté. La checklist a été rendue, alors c'est un terme, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2010. Certes, mais je me tourne maintenant vers l'avocate, chère madame. Si je dis la checklist est obligatoire, d'accord, mais elle n'est pas opposable sur le plan juridique. Pas tout à fait. Je vous répondrai ensuite. Mais ceci étant, il faut l'appliquer. Il faut la considérer comme un moyen d'amélioration. Voilà. Et comme tout moyen qui est à la disposition d'eux, eh ben, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas exonératoire. Ça, voilà, exactement. Voilà. Bon, enfin, mon propos, c'est pas de dire il ne faut pas appliquer la checklist, il faut l'appliquer. Néanmoins, en orthopédie, les compagnies d'assurance encore déclarent le premier risque qui sont déclarés dans notre spécialité. Hein, je m'en mea culpa, j'espère que Jean-Pierre et Jean n'en voudront pas, mais c'est l'erreur de côté. Alors vous me direz, avec tout ça, vraiment les chirurgiens orthopédistes, c'est des gros couillons, ils ne savent pas la droite, la gauche, etc. Voilà. Et moi, comme expert près de la Cour de cassation, j'ai été amené à traiter donc, des dossiers d'erreur de côté, on a communiqué là-dessus. Et je connais un chirurgien, alors je ne vous dirai même pas s'il est du public ou du privé, vous voyez, pour ne pas envenimer la discussion, mais il s'est trompé 3 fois de côté en l'espace de 4 ans. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et alors dans la défense, c'est toujours la même chose. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'anesthésie, c'est la faute de l'instrumentiste. Et dans la défense aussi, il dit au patient, mais écoutez, je vous ai fait une arthroscopie du genou, certes du côté droit, alors que j'avais dit que je le ferais du côté gauche, mais je l'ai fait du côté droit, j'ai trouvé une lésion méniscale. Donc vous voyez, je vous ai traité. Et en plus, je vous ai fait la gauche, mais je vous en ai compté qu'une. Voilà. J'ai vu ça, si vous voulez, dans le... Voilà. Monsieur Bismuth. Et enfin, le dernier point, c'est pour ça que je voulais vraiment te remercier, parce que l'erreur de côté, ça reste quand même, alors c'est beaucoup moins fréquent effectivement en chirurgie rénale qu'en chirurgie. En arthroscopie, il y en a 150 000 par an, et maintenant c'est l'arthroscopie de l'épaule, comme vous savez, donc ça reste quand même un problème. Et enfin, par rapport à la checklist, je partage l'analyse qui a été faite. La checklist, et grâce à la bibliographie que tu as montrée, ne règle pas tout. Malheureusement, ça ne règle pas tout. Donc il faut faire effectivement très très attention, et sachons que les orthopédistes restent très très soumis à ces erreurs de côté. Je vous remercie. Il y a M. Joannet. Moi je partage un peu les réserves que tu as émises à côté
concernant la checklist, effectivement, ça n'est pas la panacée, surtout en matière d'erreur de côté. D'ailleurs, on peut se demander comment l'article Princeps a pu être publié dans le New England compte tenu de la méthodologie de l'article. Enfin, par contre, c'est probablement un bon effet de la tenue du dossier, du travail de l'environnement, de l'équipe. Mais dans ce domaine d'erreur de côté, nous en viscéral, on connaît bien ça avec l'histoire de Lerny. En fait, dans cette affaire, moi me semble-t-il, c'est le chirurgien qui est seul devant sa conscience. Parce que lorsque la penseuse au bloc interroge le patient qui est au bloc, dans une situation déjà un peu artificielle, alors qu'il n'a pas encore été endormi, qui peut être stressé, qui peut vous raconter des bêtises, la penseuse elle-même, bon, peut badigeonner du mauvais côté, enfin, bon, il y a tout un tas de biais. Et finalement, probablement, me semble-t-il, la meilleure prévention de l'erreur de côté, c'est en consultation, où on a l'examen clinique, on se met bien d'accord avec le patient et on consigne immédiatement. Et donc là, c'est probablement là qu'il y a le moins de biais possible. Parce que parfois même, le médecin traitant se trompe de côté. Vous l'adresse prenez un peu à droite, alors que le patient dit que c'est à côté. Monsieur Biscuit. Alors, puisqu'on termine, moi j'ai une question sur ce qui n'est pas arrivé. Quelle aurait été la responsabilité si le chirurgien avait fait l'intervention prévue? Bah oui, effectivement, il n'aurait pas trouvé de tumeur. Non, mais la responsabilité aurait été le chirurgien, le radiologue, le physique. S'il avait fait l'opération, tout était prévu. Du côté gauche, il n'aurait pas trouvé de tumeur. Il a trouvé un kyste. C'était une bonne nouvelle. Alors, encore une question. Donc souvent dans les expertises, il y a souvent des comptes rendus de radiologie, on ne dispose pas souvent des CD, des images radiologiques, il y a souvent des comptes rendus. Et je me demande quelle est la part de responsabilité des radiologues, puisqu'en l'occurrence là il y a un radiologue qui a mal interprété. Est-ce qu'à un moment, quelques-uns se retournent vers les radiologues ou contre les radiologues, quelle que soit la confraternité qu'il y ait entre nous? Le radiologue de ville n'a pas réellement mal interprété, mais il n'a pas fait un examen avec une qualité suffisante pour un diagnostic fin de tumeur du rein. Il a fait un scanner avec une méthode assez classique. Donc effectivement, son scanner n'était pas très performant, mais aussi, c'est aussi le devoir du grand spécialiste, du spécialiste d'une pathologie particulière, de critiquer un examen qui ne lui semble pas optimal ou d'obtenir un examen plus précis. Allez, Monsieur Dubousset. Oui, de tout ce que j'ai entendu depuis le début de cet après-midi, je pose la question, pourquoi les juristes n'ont pas une checklist obligeant la présence d'un sapiteur dans tous les cas? Oui, si je peux vous répondre sur c'est un point délicat quand même, ça. Hein, ce que vous êtes en train, c'est un point très délicat. Alors, c'est fondamental. Si. Mais attendez, soyez pas agressif, monsieur, parce que nous n'avons pas discuté jusqu'à maintenant. Non, moi, ce que je me permets de vous dire, c'est que pendant des années, je n'ai défendu que des médecins. Et je pensais que c'était ma vocation première. Et puis, j'ai eu, il y a longtemps déjà de ça, 2-3 fois des contacts avec des victimes d'erreurs médicales qui me disaient, mais finalement, c'est très injuste. Parce que les médecins sont bien défendus par des gens spécialisés, alors que nous, victimes, je passe mon temps le soir, un monsieur qui m'avait téléphoné pour me dire j'ai raconté mon histoire à déjà 3 ou 4 avocats, personne n'y comprend rien. Vous, je viens de vous parler un quart d'heure, vous avez tout compris, vous avez tout pigé, vous savez parce que vous connaissez, vous êtes spécialisé en cette matière. Et j'avoue que je lui ai dit monsieur, venez me voir. Et que désormais, je prends parfois des accidents de victimes, mais toujours, monsieur, en ayant un avis médical principalement. J'appelle un médecin que je connais, ou j'appelle un expert que je connais, etc. Et je lui dis, est-ce que vraiment, à votre avis, il y a quelque chose dans ce dossier ou pas? Oui, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais que je connais pas forcément. Tandis que moi, pas forcément. Mais si on me dit, je connais. Ah oui, parce que vous avez tendance à téléphoner à la personne que vous connaissez. Mais non, quand vous lui dites, monsieur, dans ce dossier-là, vous connaissez le dossier, est-ce qu'il y a vraiment un problème?
ça peut aider, ça peut aider. Alors, la dernière question. Souvent, les médecins sont eux-mêmes très très négatifs. Nous sommes deux questions au premier rang. Monsieur Bismuth, j'ai l'impression que ça y est, c'est bon. Juste sur la qualité de la plainte de ce patient qui finalement a été bien traité, je voudrais donner mon expérience de médiateur au CHU pendant 4 ans. Et au CHU, les plaintes qu'on recevait, globalement, c'était 50% pour demander des indemnités, et beaucoup d'entre elles étaient justifiées. 30%, c'était des altruistes qui disaient je porte plainte parce que je ne voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais je ne cherche pas des indemnités. Et 20%, et c'est pour ça que je crois qu'il y a là une similitude, étaient quand même des malheureux de la vie. Et je vous raconte juste une histoire de cancer du rein, justement. Une dame célibataire vit avec sa maman, elle a 70 ans, sa maman a 92 ans, et 3 ans auparavant, la maman a été opérée d'un cancer du rein, et l'urologue lui aurait dit « mais vous savez, on vous l'opère, mais c'est fini, c'est tranquille ». Et 4 ans ou 5 ans plus tard, la maman va mourir de métastase de cancer du rein. Donc, la fille, pour prolonger probablement l'histoire de sa mère, porte plainte, et je l'ai eu en médiation, donc pour essayer de comprendre et démêler l'affaire. Donc, dans cette affaire-là, je trouve que c'est quand même une affaire de mal vécu, mais pas de problème juridique. Très bien. Alors, faire la transition. Merci Xavier Martin de cette observation.